Nous sommes en 404 avant Jésus-Christ, en Phrygie, actuelle Turquie. L'ancien stratège d'Athènes, Alcibiade, est réfugié chez une maîtresse. Ses nombreux ennemis veulent sa mort. Il faut dire que cet homme décrit comme beau et intelligent est passé maître dans l'art de la trahison. Durant sa vie, il servira Athènes, Sparte et même l'ennemi historique des Grecs, les Perses. Il est donc difficile de dire qui a commandité son assassinat. Les frères de sa maîtresse mettent le feu à la maison, obligeant Alcibiade à sortir, épée à la main. Il est alors transpercé de flèches et de javelots, et meurt sans combattre. Ce personnage romanesque et haut en couleur a fortement marqué ses contemporains. Revenons donc à travers le parcours d'Alcibiade sur un épisode majeur de l'Antiquité, la guerre du Péloponnèse, et demandons-nous comment un seul homme a pu ruiner aussi rapidement une cité aussi rayonnante que celle d'Athènes au 5e siècle. Avant de se pencher plus en détail sur la vie d'Alcibiade, revenons sur la situation de la Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle est alors constituée de nombreuses cités-états autonomes. Lorsque les Perses tentent d'envahir la Grèce en 490 et 480, deux grandes cités, Athènes et Sparte, s'associent pour repousser l'envahisseur. Les victoires lors des célèbres batailles des Thermopyles, de Salamine ou de Platée vont permettre de battre les Perses, même si la paix ne sera officiellement signée qu'en 449, après une longue phase de reconquête. Malgré cette alliance défensive réussie, les cités grecques vont désirer continuer leur développement de manière autonome. La période qui s'étend de 479 à 431 marque l'âge d'or d'Athènes. Sparte décide d'abandonner la mer Égée au profit des Athéniens, qui, pour chasser les Perses situés sur cette myriade d'îles, créent une confédération de cités. Son siège est à Délos, mais c'est réellement Athènes qui dirige les opérations. Très rapidement, cette ligue de Délos va constituer un empire maritime contrôlé par les Athéniens. Une thalassocratie, comme on l'appelle, se met en place, dont les ports militaires et commerciaux assurent la puissance. Peu à peu, une rivalité va grandir entre les deux grandes cités, Athènes et Sparte. Si Athènes devient hégémonique sur la mer, Sparte reste très puissante sur terre. Cette animosité va évoluer en affrontement périphérique, entre la Ligue de Délos et la Ligue du Péloponnèse, constituée autour de Sparte. Par exemple, l'alliance d'Athènes avec Argos, en 462, ennemi héréditaire de Sparte, combinée à la construction de remparts et d'arsenaux défensifs, montre bien l'attitude belliqueuse de la cité envers les Spartiates. En 454, Athènes opère le transfert du trésor de la Ligue de Délos dans sa cité, afin de l'exploiter. C'est vers cette époque que commence la construction de l'Acropole d'ailleurs. En 449, la paix est enfin signée avec les Perses. Cela aurait dû logiquement mener à la dissolution de la Ligue de Délos, mais Athènes continue d'exiger le phoros, un tribut que doivent payer les cités alliées, caractérisant clairement son emprise sur les autres cités de la Ligue. En cas de non-paiement, Athènes intervient militairement. Athènes, en ce milieu du 5e siècle, est la grande cité rayonnante de la Méditerranée. C'est dans son contexte favorable que naît Alcibiade vers 450. Issu de famille très noble, il est adopté à la mort de son père par l'homme fort du système, Périclès. Le destin le favorise, il est extrêmement riche et a la chance d'être particulièrement beau et athlétique. Il remportera même des épreuves de course durant les Jeux Olympiques de 416, le couvrant de gloire. N'oublions pas qu'à cette époque, la beauté est célébrée. Combinée à des qualités morales, elle forme l'homme idéal. Alcibiade côtoie les grands esprits de ce siècle, Périclès donc, mais surtout le grand philosophe Socrate, avec qui on lui prête une relation érotique, ce qui n'a rien de tabou dans la Grèce du 5e siècle. Son éducation et une intelligence brillante font de lui un homme éloquent, qui sait persuader, convaincre et séduire les foules. Une brillante carrière politique s'ouvre à lui, mais Alcibiade a des défauts, et pas des moindres. Il est vaniteux, arrogant, insolent. Il n'hésitera pas à gifler son maître d'école, par exemple. Et sa beauté et son prestige font de lui un coureur de jupons, ou de toges, cela dépend. Ses nombreuses relations avec les femmes lui poseront un certain nombre de problèmes, nous le verrons. Il faut ajouter à cela le goût du luxe, le manque de maîtrise de soi, un grand penchant pour les excès en tout genre, et une absence totale de scrupules, ce qui commence à faire beaucoup. Son ambition et son manque de considération pour le peuple vont constituer pour beaucoup d'historiens un basculement dans la vie politique. La chose publique, à partir d'Alcibiade, devient le prétexte à des visées carriéristes, dont le seul objectif est le pouvoir. L'entrée en politique d'Alcibiade s'effectue dans un contexte troublé par la guerre. Alors revenons rapidement sur les causes de cette guerre entre les alliés de Sparte et ceux d'Athènes, que l'on nomme la guerre du Péloponnèse. La situation entre les deux cités n'arrêtait pas de se dégrader depuis la fin des guerres médiques et la victoire sur les Perses. Ces deux cités s'opposent tout d'abord dans leur fonctionnement. À la démocratie athénienne s'oppose l'oligarchie spartiate. Sans rentrer dans le détail des institutions, nous pouvons relever quelques différences majeures entre les deux cités.
Au roi dynastique spartiate s'opposent des stratèges athéniens élus. À une assemblée réduite à Sparte à un rôle consultatif s'oppose l'Ecclésia d'Athènes, où près de 40 000 citoyens siègent. L'Ecclésia vote les lois et élit les stratèges. Cette opposition démocratie-oligarchie est centrale dans les causes de la guerre, Athènes ou Sparte soutenant les cités en accord avec leurs principes. Mais ces petites cités sont également tiraillées entre ces deux systèmes politiques, provoquant souvent des guerres civiles et des renversements d'alliances. Les deux cités disposent d'armées de métier, même si les contraintes sont plus dures à Sparte, armée connue pour être particulièrement puissante sur terre. Côté athénien, c'est sa flotte qui constitue son grand atout. En 433 et 432, la tension monte entre les deux cités, suite au soutien apporté à des cités plus modestes. Athènes va soutenir Corfou, révolté contre Corinthe, allié des Spartiates. Tandis qu'une révolte d'un membre de la Ligue de Délos, Potidée, conduit cette même Corinthe à un soutien militaire à la petite cité. En mai 431, la guerre entre les deux ligues éclate officiellement. La première phase de la guerre dure 10 ans et ressemble à une guerre d'usure. Périclès opte pour une stratégie originale, mais qui s'avérera défaillante. Réfugier sa population derrière ses longs murs et assurer un ravitaillement par la mer. Il souhaite soutenir une guerre maritime. Mais une épidémie de peste va tuer un quart de la population athénienne en 430. Épidémie liée à la concentration de la population derrière les murs. Sparte va ravager l'Attique pendant 10 ans, tandis qu'Athènes s'attaquera aux côtes péloponnésiennes. Lassée, une paix est signée en 421, appelée paix de Nicias, du nom de l'instigateur de ce traité. Mais cette paix s'avère très précaire, personne n'est réellement satisfait. Après être passé par l'armée dans les années 420 et avoir même été sauvé par Socrate lors de la bataille de Potidée, Alcibiade entre dans la vie politique suite à la paix de Nicias. Usant d'opportunisme, il s'oppose à Nicias, prétendant représenter l'ambition et l'impérialisme athénien. Alcibiade ne cesse d'intriguer avec les villes indécises, comme Argos, qui changera sans cesse de camp, ce qui provoquera des tensions périphériques entre Athènes et Sparte. Tous ces renversements d'alliances vont créer une instabilité politique forte entre partisans de la guerre et de la paix, entre Alcibiade et Nicias, au point qu'Alcibiade sera visé par une procédure d'ostracisme. L'ostracisme était l'exil pour 10 ans d'un homme politique considéré comme dangereux ou trop ambitieux. Par d'habiles manœuvres politiques, Alcibiade échappe à ce bannissement. Il représente désormais le parti de la guerre et va ébaucher aux citoyens son grand dessein, l'annexion de la Sicile. Prétextant l'aide à la cité de Ségeste, alliée des Athéniens, face à la puissante Syracuse, l'ambition est ici de développer un empire occidental, tout en contrôlant les importations de blé vers le Péloponnèse, et donc de faire pression sur Sparte. Alcibiade cherche aussi la gloire, évidemment. En 415, décision est prise par les Athéniens d'envoyer plus d'une centaine de vaisseaux en Sicile, sous le commandement d'Alcibiade, mais aussi de Nicias et Lamachos. Mais peu avant l'appareillage de la flotte, un événement inattendu va compliquer l'expédition. Dans la nuit du 7 au 8 juin 415, des statues du dieu Hermès sont profanées. Un autre scandale s'ajoute à cela, la parodie des mystères d'Éleusis, cérémonie qui constituait l'un des grands cultes d'Athènes. On accuse des jeunes gens ivres à la sortie d'un banquet. Le nom d'Alcibiade revient dans les deux affaires. La stupeur est générale. Il ne faut pas plaisanter avec les divinités à cette époque. Ces profanations vont créer une grave crise politique. Une enquête est ouverte, mais un climat de paranoïa s'installe. L'expédition est tout de même maintenue. En attendant les résultats de l'enquête, la flotte parvient à débarquer en Sicile et s'emparer de Catane. Premier problème, les trois stratèges ont des vues différentes sur la manière de mener les opérations. Mais surtout, deuxième problème, Alcibiade, initiateur de l'expédition, est accusé dans les parodies des mystères d'Éleusis et convoqué à Athènes. Il préfère fuir et rejoindre la cité ennemie, Sparte. Alors que les Athéniens réussissent à prendre le plateau des Épipoles en 414, Alcibiade conseille au roi spartiate d'envoyer une armée. Le général Gylippe va prêter main forte aux Syracusiens. La situation s'équilibre, puis s'inverse totalement malgré les renforts athéniens. La bataille décisive a lieu sur les Épipoles. Les armées de Nicias sont battues. 7000 prisonniers athéniens seront ensuite enfermés dans des latomies, des carrières à ciel ouvert, sans eau ni nourriture, exposés au soleil 70 jours. Les quelques survivants seront vendus en esclavage. L'expédition de Sicile est un désastre, dont Athènes ne se relèvera pas réellement. 200 navires perdus, 50 000 hommes tombés. Mais Alcibiade va pousser la trahison au rang d'art. Il conseille aux Spartiates de porter la guerre non loin d'Athènes, en Attique. La forteresse de Décélie est occupée assez facilement. 20 000 esclaves athéniens passent à Sparte. La situation financière de la cité maritime se dégrade, d'autant qu'Alcibiade, connaissant les failles d'un système qu'il a vu grandir, propose de détacher Athènes de ses alliés ioniens et de porter la guerre en Thrace. Il réussit à associer les Perses et Sparte contre Athènes dans ces régions, ce qui lui vaut quelques belles victoires. La situation tend tout de même à se stabiliser, et Sparte commence à douter de la loyauté de l'ancien Athénien. Alcibiade ne trouve rien de mieux à faire que de séduire la femme du roi de Sparte, Agis II.
Il préfère fuir avant de se faire assassiner et rejoint le satrape Tissaphernes. Alors un satrape est une sorte de gouverneur de province du roi des Perses. Il va cette fois-ci prôner une politique de conciliation et d'équilibre. En réalité, Alcibiade souhaite secrètement retourner à Athènes et va ménager les 2 cités grecques par l'intermédiaire du gouverneur perse. Par d'habiles manœuvres souterraines, Alcibiade réussit à mettre en place un coup d'état oligarchique en 411 à Athènes. Les opposants à ce système ayant besoin d'une aide extérieure, il se présente en démocrate modéré. Alcibiade est élu stratège mais ne revient pas encore à Athènes. La 3e phase de la guerre se déplace vers l'Hellespont et l'Ionie. Alcibiade reste un bon chef de guerre et joue un grand rôle dans la bataille d'Abydos et de Cyzique, victorieuse pour Athènes. Il se pose alors en sauveur, habile. La situation se dégradant brusquement pour Athènes, suite à la perte de colonies, on le rappelle et lui promet de le réhabiliter et de lui rétablir ses biens. Alcibiade revient enfin dans sa cité de naissance. Mais la guerre continue, et Sparte, depuis l'expédition de Syracuse, a décidé de s'équiper d'une flotte puissante. Surtout qu'un avarque talentueux, un avarque c'est l'équivalent d'un amiral aujourd'hui, prend le contrôle des vaisseaux spartiates. Son nom est Lysandre, et il est soutenu par le fils du roi perse. Même si Alcibiade ne sera pas en première ligne lors de la bataille de Nosion, il est tenu comme responsable de cette lourde défaite pour les Athéniens. Il n'est pas réélu stratège, et fuit en Thrace. La bataille décisive a lieu à Égos Potamos. Alcibiade viendra conseiller les stratèges athéniens, mais ne sera pas écouté. Lysandre écrase définitivement l'empire maritime, et Sparte va imposer à Athènes un gouvernement oligarchique, appelé des 30 tyrans. Nous sommes en 404, et l'on peut parler clairement de la chute d'Athènes. Alcibiade, encore considéré comme un partisan de la démocratie, doit fuir à nouveau. Les 30 exigent sa mort. Lorsqu'il meurt dans les bras d'une de ses maîtresses en 404, il a 46 ans. Personne ne sait qui a commandité son assassinat. Mais ses ennemis sont nombreux. Les Spartiates, les 30, des satrapes perses, ou même des familles de jeunes filles séduites. Et elles étaient nombreuses. Son tombeau sera honoré par l'empereur romain Hadrien, témoignant de l'intérêt qu'il suscitait durant l'Antiquité. Au final, la chute d'Athènes coïncide et s'entremêle exactement avec la vie de ce personnage romanesque, au destin tragique. Il symbolise à lui seul les excès de l'impérialisme athénien, et ouvre des pistes de réflexion sur les crises démocratiques, la démagogie et les ambitions personnelles, les scandales et les affaires, les luttes pour le pouvoir et le sens de l'intérêt général sont des thèmes qui traversent toute cette histoire. La vie d'Alcibiade est une tragédie grecque au souffle épique, dont les enseignements peuvent encore être médités aujourd'hui. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai adoré travailler sur ce personnage, il est assez fascinant. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager au maximum. N'hésitez pas non plus à commenter et dire ce que vous pensez du bonhomme, ce serait intéressant. Désormais, vous pouvez me soutenir sur un site qui s'appelle Utip en visionnant de la pub, ça me rapporte un petit peu. Si vous voulez m'aider sans dépenser de l'argent, n'hésitez pas. Évidemment, vous pouvez toujours me soutenir sur Tipeee, et je vous y invite. Un grand merci aux tipeurs, encore une fois. Merci d'avoir visionné, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.